Alors bonsoir. On a attendu les 5 minutes traditionnelles de début de réunion, donc on va pouvoir démarrer ce webinaire de la soirée. J'espère que tout le monde est connecté, tout le monde entend bien. Donc ce soir, on va vous présenter un projet d'expérimentation, une expérimentation qui va démarrer à l'automne dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui met le pharmacien de ville au cœur d'un parcours de soins en oncologie. Alors, c'est une expérimentation qui s'appelle un article 51, mais on vous expliquera un peu ce qu'il en est de cet article 51. On vous en présentera le détail. Il est appelé thérapie orale. Il concerne à la fois les officinaux, les infirmiers libéraux, les médecins généralistes et aussi et surtout les établissements hospitaliers habilités à prescrire des thérapies orales. On vous présentera ensuite les systèmes d'information que nous allons utiliser pour pouvoir échanger, parce que bien évidemment, il va falloir mettre en commun ce que chacun va faire dans ce parcours-là. Nous aurons aussi l'assurance maladie qui vous expliquera comment va être facturé ce parcours. Et enfin, dans une dernière partie, on vous expliquera ce que l'URPS va faire pour vous accompagner. Alors ce projet d'article 51, c'est un projet qui a été porté au départ par Unicancer et il concerne au départ les établissements, mais il met en avant le rôle très important du pharmacien dans le parcours de soins. Et à ce titre-là, la région Auvergne-Rhône-Alpes est la région la plus concernée par cette expérimentation qui se déploie dans 5 ou 6 régions en France, mais très clairement, avec plus de 1000 pharmacies qui vont être incluses dans ce dispositif, tous les regards seront tournés vers notre région pour pouvoir valider cette expérimentation qui n'a pas les mêmes caractéristiques, mais pourrait être comparée d'une certaine mesure à l'expérimentation de la vaccination antigrippale, c'est-à-dire on expérimente, on valide, et ensuite on fait rentrer dans le cadre général une modalité d'exercice. Donc sans plus attendre, je vais à tout seigneur, tout honneur, laisser la parole à l'ARS, à M. Laurent Pézère, référent régional, qui va vous parler de l'article 51. Merci beaucoup, Monsieur Rosberg, pour cette introduction en la matière. Bonsoir à tous. Je suis référent régional article 51 et j'ai donc le plaisir de suivre pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ce projet de thérapie orale. Mais peut-être avant de rentrer dans le contenu et le vif du sujet, peut-être vous indiquer ce que veut dire l'article 51. Tout le monde parle de l'article 51, mais c'est un acronyme comme un autre et il faut savoir ce que cela recouvre. En fait, l'article 51, c'est tout simplement l'article 51 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2018 qui prévoit la mise en place d'un dispositif dérogatoire pour mettre en place donc des modèles de santé pour l'avenir. Donc c'est une disposition législative qui a pour objectif de prendre en compte les évolutions qu'il y a pu y avoir dans le domaine de la santé ces dernières décennies, et notamment, bien évidemment, la forte évolution des maladies chroniques, mais pas que. C'est aussi la nécessité de prendre en compte et de imaginer de nouvelles façons de s'organiser et notamment de voir comment on peut décloisonner les organisations de santé et notamment entre la ville et l'hôpital, comment inventer des nouvelles manières d'offrir, d'avoir une offre de santé. Et c'est aussi des nouveaux financements possibles. L'article 51, en fait, c'est un levier législatif qui permet de déroger d'une part aux organisations actuelles et d'autre part de déroger au financement actuel. Donc nouvelle organisation et nouveau financement. L'article 51, c'est aussi une nouvelle manière de fonctionner, c'est une nouvelle méthode. Les Anglais, vous m'excuserez pour cet anglicisme, c'est un peu du bottom-up, c'est-à-dire que ce sont souvent à partir de projets proposés par les différents acteurs eux-mêmes, qui sont après accompagnés par l'ARS ou le ministère, qui apportent leur projet. Et dans le cadre du projet thérapie orale, on a vraiment eu ce fonctionnement-là, puisque
il y a 2 ans, plusieurs acteurs en même temps ont posé auprès du ministère un projet de prise en charge de thérapie orale. Et on leur a proposé de regrouper ce projet-là sous l'égide de Unicancer et de faire un projet unique, mais issu de plusieurs projets régionaux. Et donc pour la région Vernon-Alpes, les deux acteurs clés sont bien sûr d'une part les ACL et puis d'autre part les centres de lutte contre le cancer. Dernier point, pour cet article 51, comme pour d'autres articles 51, c'est aussi un modèle de co-construction, c'est-à-dire qu'on co-construit avec les porteurs leur projet, on part de l'idée, on essaye de voir si cette idée est faisable, si cette idée est innovante, si cette idée évidemment a un intérêt, ça j'aurais peut-être dû commencer par là, et enfin si elle est reproductible, c'est-à-dire s'il y a une sortie pour cette idée dans une généralisation France entière. Donc, c'est une nouvelle façon de partir, puisqu'on part plutôt d'une idée, alors qu'on avait plutôt l'habitude jusqu'à présent de partir sur un dossier administratif dont on chicanait sa complétude. Et dernier point sur cette diapositive-là, c'est l'évaluation. Souvent, en France, on a, notamment sur les dispositifs relatifs au mode d'organisation en santé, on a peu évalué ou on n'est pas forcément organisé pour l'évaluation. Et là, dans ce cadre des dispositifs article 51, il y a une évaluation qui est prévue, une évaluation externe, donc qui ne dépend ni des porteurs ni des administrations, donc qui est confiée à un tiers et qui est construite dès la mise en œuvre du projet, ce qui permet d'avoir en fin de projet, en fin de mise en œuvre de l'expérimentation, une évaluation complète. Si l'on regarde maintenant le projet lui-même, l'expérimentation thérapie orale, et elle est finalement la mise en œuvre de la chronicisation de certaines maladies, et notamment dans le cas qui nous concerne ce soir, la chronicisation des cancers, ce qui est une bonne chose, du fait des progrès technologiques et bien sûr des progrès pharmaceutiques qui ont été très importants ces dernières années. Depuis les années 2000, par exemple, les anticancéreux par voie orale ont connu un essor considérable et probablement dans les pharmacies d'officine, vous le constatez par les demandes qu'il peut y avoir pour ce type de produits qui sont assez nombreux puisqu'il y a environ 60 anticancéreux qui sont délivrés en officine. Les dépenses pour l'assurance maladie ne sont pas non plus anecdotiques, elles sont assez importantes puisque c'est 1,7 milliard d'euros environ de dépenses sur les produits donc anticancéreux délivrés en ville, soit quand même près de 10% des dépenses relatives aux médicaments délivrés en ville. Donc on voit bien que c'est un enjeu économique important, mais bien évidemment c'est d'abord un enjeu pour le patient. Et l'importance de suivre ce patient qui va être principalement du fait de la thérapie à son domicile, avec 3 enjeux particuliers. D'une part, le suivi de l'observance. On sait très bien que le patient, s'il ne suit pas son médicament, se met en danger. Et puis, des choses que vous connaissez bien, le suivi de la toxicité, ce ne sont pas des produits anodins, et bien sûr, la vigilance sur la iatrogénie. Et la coordination est bien sûr indispensable pour ces projets. Le président Roser et le professeur Rioufol vous expliqueront dans le détail ultérieurement dans la soirée les différentes phases du projet. Et je vais, lors de cette introduction à la matière, juste poser un peu le panorama général. Il s'agit en fait d'un parcours du patient et d'essayer de suivre au mieux le patient en mettant en lien à la fois l'hôpital qui suit à travers l'oncologue l'évolution de la maladie, la ville évidemment avec les pharmaciens domicile mais aussi les médecins traitants, et puis à domicile avec l'IDEC qui va suivre aussi de manière proche le patient pour voir comment il se porte, et puis aussi les IDEL qui ont aussi un rôle en la matière dans les contacts qu'elles peuvent avoir avec les patients. Et c'est en fait l'ensemble de ces partenaires qui permet de répondre aux enjeux de la prise en charge de thérapie orale du cancer à domicile.
Il y a 3 séquences qui est prévues par cette expérience. Une première séquence de mise en place, donc de la thérapie orale, avec un accompagnement très rapproché du patient, qui vous sera décrite plus tard. Une deuxième séquence qui est une séquence dite de suivi proximal, avec une séquence de suivi qui est principalement réalisée par le pharmacien d'officine en ville et par l'IDEC pour le suivi hospitalier. Et puis, si tout va bien et que le patient a toujours son traitement, un troisième phase avec un suivi plus distal où on voit que là, effectivement, la place de l'hôpital s'efface et on est bien avec un suivi en ville, essentiellement entre le pharmacien d'officine et le médecin traitant. Mais Monsieur Rosaire et Madame Ruffol reviendront dans le détail sur le contenu du projet. Ces projets, c'est un enjeu, comme l'a dit Monsieur Rosaire, un enjeu très important pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. D'abord, il faut indiquer que l'expérimentation thérapie orale, c'est la plus grosse expérimentation article 51 actuellement menée en France. C'est 45 sites, vous avez la carte qui est projetée, 45 sites qui participent à cette expérimentation. Et puis, en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a une place tout à fait particulière puisque sur ces 45 sites, eh bien, nous, on en a 14, ce qui représente 30% de l'expérimentation nationale qui, comme vous pouvez le constater, est bien supérieure à globalement ce que représente la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est environ entre 10 et 12% de la France. Là, pour le coup, on représente 30% de l'expérimentation. Mais il y a aussi une caractéristique tout à fait particulière et qui rend cette expérimentation tout à fait importante en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est que finalement, quand on regarde qui participe au niveau des établissements à cette expérimentation, et bien finalement, on a une mini-expérimentation nationale dans notre région, puisqu'on retrouve l'ensemble des acteurs avec un CHU, les AFCL et 4 sites qui vont participer à cette expérimentation, 2 centres de lutte contre le cancer, le centre Léon Bérard et puis le centre Jean Perrin, 7 établissements hospitaliers, celui de Bourgoin-Jallieu, de Vienne, de Valence, de Romans, de Montélimar, d'Aubenas, et puis aussi de Bourg-en-Bresse, et puis enfin aussi une clinique privée, l'hôpital privé Dromardèche. Donc on voit bien, on a finalement en miniature une expérimentation nationale et donc il y a un enjeu qu'elle réussisse particulièrement dans notre région. Pour les pharmaciens d'officine, c'est aussi un véritable enjeu pour notre région et je remercie l'URPS de son implication parce que la consommation des médicaments en chimiothérapie orale, et c'est la dernière diapositive, en fait concerne énormément de pharmacies sur la région. Cette carte, en fait, est une carte qui est issue des sources, qui a été réalisée par l'assurance maladie et je l'en remercie, qui montre les consommations de chimiothérapie orale en officine pour les établissements qui sont dans notre expérimentation, donc les 14 sites. On voit que c'est bien sûr concentré autour des grandes villes parce que c'est là où il y a aussi beaucoup de population, mais que finalement, énormément de territoires sont concernés. Et c'est là où on voit bien que l'implication des pharmaciens de ville est fondamentale dans la réussite de cette expérimentation. Et je remercie l'URPS d'avoir organisé cette soirée en votre présence. Et je vais donc repasser la parole au président Rosaire. Merci, Monsieur Pézère. Avant de poursuivre, j'ai oublié de vous dire que, bien évidemment, comme dans tous les webinaires, vous pouvez poser des questions dans le chat. Ces questions, on y répondra à la fin de la présentation et elles nous serviront à alimenter une base de données de questions qui, bien évidemment, ne manqueront pas d'arriver au fur et à mesure de l'arrivée des officines dans ce dispositif. Donc, avec le professeur Catherine Ruofol, que je laisserai se présenter, on va faire un petit jeu de passe pour vous présenter cet article 51. Donc, moi sur la partie officine et puis donc le professeur Ruofol pour la partie plus établissement. Si on peut passer à la slide suivante.
Voilà, donc les enjeux pour le pharmacien d'officine. Alors, expérimenter pour faire évoluer l'exercice, alors ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, on sait que la rémunération à l'acte dans le système de santé est quelque chose qui a vocation à évoluer pour arriver à plutôt une rémunération au parcours et une rémunération à l'efficience du parcours. Et typiquement, là, sur ce sujet-là, l'idée, c'est de pouvoir valoriser au mieux l'amélioration du parcours de soins par les différents acteurs, dont les pharmaciens d'officine. Ça permet bien évidemment de renforcer le lien entre le patient et sa pharmacie, puisqu'on sait que quand les patients sortent des établissements, les conditions de sortie ne sont pas toujours idéales et le patient a un peu l'impression d'une rupture de parcours entre je suis pris en charge à l'hôpital et ensuite je suis pris en charge en ville. Et ben, l'idée dans ce projet-là, c'est de montrer que sur ce sujet des thérapies orales, en tout cas, il y a un vrai lien qui est fait entre les différents acteurs et le patient n'est pas perdu dans ce parcours-là. Donc, on va bien évidemment coordonner notre dispensation avec les autres acteurs, hein, que ce soit les acteurs de ville comme les acteurs du milieu hospitalier, pardon. Et ce sera l'occasion de concrétiser ce lien ville-hôpital dont on parle énormément dans beaucoup de forums, beaucoup de séminaires, un lien qui est mis à l'honneur avec le développement de la politique ambulatoire, mais qu'aujourd'hui a du mal à se formaliser. Et on en est aujourd'hui à des modes de fonctionnement qui sont un petit peu anciens et qu'il s'agit de faire évoluer. Voilà. Et enfin, l'idée d'évaluer positivement ce dispositif nous permettra très certainement ensuite de pouvoir accélérer la sortie de ces traitements qui avaient vocation à rester en rétrocession hospitalière pendant un certain temps et après avoir fait leurs preuves, de passer en ville. Je vais donc passer la parole à mon ami l'éminent professeur Riofol, à l'origine presque de ce projet. Merci Olivier. Eh bien, effectivement, c'est pour répondre à tous ces objectifs que vient d'énoncer Olivier Rosaire que nous avons mis en place aux Hospices civils de Lyon en 2014 le suivi onchoral, qui est un suivi pluridisciplinaire pour les patients ambulatoires traités par anticancéreux oral, donc, et ce suivi est un suivi ville-hôpital. C'est effectivement son originalité. Alors, le suivi consiste en un accompagnement éducatif avec les patients, donc, et il se déroule au départ à l'hôpital avec une infirmière et un pharmacien hospitalier, juste à la suite de la consultation avec le cancérologue hospitalier qui a été déjà programmée, ce qui veut dire que le suivi ne nécessite pas de visite supplémentaire à l'hôpital. Alors, que font ce pharmacien et cette infirmière avec le patient? Eh bien, nous allons travailler sur l'observance, le plan de prise médicamenteux, comment prévenir et gérer les effets indésirables, comment prendre les médicaments symptomatiques de ces effets indésirables et puis bien sûr comment nous pouvons identifier, réduire toutes les interactions médicamenteuses que vous connaissez bien avec les médicaments prescrits, non prescrits et également avec la phytothérapie extrêmement pourvoyeuse d'interactions médicamenteuses. Alors, tout cela ne se fait pas qu'à l'hôpital, puisque dès la première prescription de l'anticancéreux oral, eh bien, nous prenons contact avec le pharmacien d'officine. Et notre première question, finalement, elle est toute simple. Il s'agit de savoir quand nous pourrons vous adresser le patient, c'est-à-dire quand vous aurez reçu la boîte d'anticancéreux oral, puisqu'évidemment, il n'est pas question de demander à toutes les pharmacies d'officine de détenir tous les anticancéreux oraux. De plus, évidemment, ce n'est pas un traitement d'urgence dans la journée et nous expliquons aux patients qu'il peut venir chercher son traitement au moment où vous nous dites. Et tout cela se fait en direct avec le patient, donc en consultation à l'hôpital. Ça présente un certain nombre d'avantages. C'est une première prise de contact entre nous. C'est toute la fluidité du parcours. Le patient ne se déplace pas à la pharmacie pour rien.
Et surtout, à travers ce premier contact, nous échangeons déjà des premières informations et nous vous proposons de participer à ce suivi, au suivi de l'observance, à la gestion des effets indésirables et surtout, puisque nous sommes pharmaciens, à la détection des interactions médicamenteuses et nous allons travailler ensemble pendant tout le parcours. Alors, l'originalité donc orale que nous allons retrouver dans l'article 51, eh bien, c'est que c'est un suivi qui est pluridisciplinaire et ville-hôpital. Et c'est là-dessus qu'on va se baser dans l'anticancéro-oral, puisque dans l'article 51, puisque comme dans Oncoral, eh bien, le patient va être suivi par l'équipe hospitalière et l'équipe en ville, le médecin traitant, le pharmacien d'officine et l'infirmière libérale chaque fois qu'il y a une infirmière libérale. Alors, je vois que la diapo est déjà là. Donc, dans cet article 51, eh bien, comme Monsieur Peyser nous l'a dit, il y a des enjeux considérables. Qu'est-ce qui va changer entre Oncoral et l'article 51? Eh bien, tout d'abord, c'est que ce suivi va sortir des hospices civils de Lyon et il va s'adresser à 14 établissements sur notre région. Mais également, il va s'adresser à 45 établissements en France, ce qui est considérable. Bien sûr, ce n'est pas Oncoral qui va être déployé, mais c'est un modèle de suivi ville-hôpital pluridisciplinaire pour ces patients. Et il y aura même 3 types de modèles sur la région. Il y aura le modèle Oncoral avec les hospices civils de Lyon et les établissements de soins partenaires, le modèle du centre Léon Bérard, et le modèle du centre Jean Perrin à Clermont-Ferrand. Mais l'ensemble de ces parcours seront construits sur un socle commun avec un lien ville-hôpital structuré et une boîte à outils commune. À savoir pour nous pharmaciens, que l'on soit à l'hôpital ou en ville, eh bien, de la pharmacie clinique oncologique qui va nous permettre de travailler sur l'observance, sur le plan de prise, la gestion des effets indésirables et également la détection des interactions médicamenteuses. Mais également du télésuivi auquel nous sommes encouragés avec une solution numérique par l'équipe nationale. Et il s'agit donc de suivre les effets indésirables et à partir de méthodes communes qui nous sont proposées par l'équipe de coordination nationale. Et évidemment, tout cela n'est possible qu'en s'appuyant sur le dossier patient informatisé des établissements de santé, la messagerie sécurisée SARA-MON-SISRA, avec un accès unique dans la région, ce qui est extrêmement enrichissant et facilitant, et puis une ou des solutions numériques, puisqu'encore une fois, nous y sommes encouragés. Alors, les enjeux sont considérables. Olivier Roser a présenté les enjeux pour les pharmaciens d'officine, mais ils sont bien évidemment considérables pour les établissements de santé. Et je dirais que tous ensemble, nous avons comme objectif d'améliorer la sécurisation de la chimiothérapie orale, de fluidifier le parcours en réduisant au maximum les points de rupture. Il faut vraiment que le patient se sente accompagné et qu'ils sentent que entre la ville et l'hôpital, eh bien, on travaille tous ensemble, on partage les informations, on le connaît, on l'accompagne et on se parle entre nous. Je crois que ça, c'est essentiel et nous devons toujours avoir à l'esprit qu'un patient bien accompagné, en confiance, avec les équipes de soins, eh bien, c'est un patient qui va mieux prendre son traitement comme celui-ci a été prescrit et qui va avoir une meilleure adhésion à la prise en charge. Les enjeux, ce sont effectivement aussi des enjeux de pluridisciplinarité, de lien ville-hôpital. Je crois que nous avons là une opportunité magnifique de structurer ce lien ville-hôpital. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous parler du rôle de ce binôme ville-hôpital que constitue le binôme pharmacien de ville et pharmacien hospitalier, puisque c'est quand même sur nous que va reposer cette sécurisation de la chimiothérapie orale
Pourquoi? Eh bien, parce que l'anticancéro-oral, tout simplement, c'est un médicament et que l'expert du médicament, eh bien, c'est le pharmacien. Voilà. Alors, j'insiste encore une fois sur cette dimension régionale. Nous serons effectivement regardés. Oui, c'est vrai, nous représentons à nous seuls un mini article 51 et cela fait vraiment de notre région une région à la fois complexe dans ce parcours, je ne vous le cache pas, mais une région extrêmement riche, diverse. Et eh bien, c'est pour cela que nous devons vraiment nous mobiliser. Donc, le lien ville-hôpital est concrétisé ce soir, puisqu'avec Catherine, d'un hôpital, moi je suis en ville, donc on illustre parfaitement ça. Alors, le rôle du pharmacien d'officine dans thérapie orale, on ne va pas vous effrayer ce soir en vous expliquant tout le détail de ce que le pharmacien d'officine sera amené à réaliser. D'ailleurs, il n'y a pas de raison d'être effrayé parce que c'est des choses relativement simples qu'on connaît déjà. Mais il y a essentiellement ces 4 phases qui sont présentées à l'écran. Donc, Catherine en a parlé, il y a quelque chose à faire en amont de la sortie du patient, donc un échange entre l'établissement et la pharmacie d'officine. Il y aura une concertation. Ensuite, bien évidemment, il y a la primo-dispensation à l'officine. Là, le suivi des effets indésirables, c'est aussi là où on nous attend. Et le suivi mensuel de l'observance. Et comme ça a été présenté succinctement par Laurent Pézère tout à l'heure, ça fait partie des 3 séquences qui sont prévues dans cet article 51, sur lesquelles on reviendra un petit peu plus tard, notamment avec l'intervention de l'assurance maladie qui vous expliquera aussi les modalités de financement et d'indemnisation des pharmaciens sur ces 3 séquences-là. Mais ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que et on le sait, ça ne va pas concerner une population énorme dans nos officines. À l'URPS, bien évidemment, d'ici le déploiement de cet article 51, on va continuer à travailler pour préparer tout ce qu'il faut pour vous accompagner, que ce soit des didacticiels, des informations, de pouvoir anticiper un petit peu sur les questions que vous allez avoir. Ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est que cet article 51 va se déployer en 2 phases. Il y a, je ne sais plus combien je crois que c'est 9 établissements au départ qui vont, je ne sais plus si c'est 6 ou 9 ou 9 et 6. Mais en tout cas, il ne va pas se déployer dans l'intégralité de la région tout de suite. Il y a d'abord une petite phase pilote qui va se déployer pendant les premiers mois. Et puis, bien évidemment, les pilotes vont en faire peut-être essuyer un peu les plâtres pour les autres. Et on s'est engagé non seulement à l'URPS, mais évidemment avec tous les acteurs qui sont là ce soir, pour accompagner au mieux les pharmaciens dans la prise en charge de ceux ou ces patients qui vont arriver dans leurs officines pendant cette expérimentation-là. Donc voilà, je repasse tout de suite la parole à Catherine. Alors, c'est tout à fait, c'est bien résumé, Olivier. Effectivement, l'article 51, c'est 2 périodes. La première période, c'est une période de 9 mois à laquelle participeront les 4 groupements hospitaliers des hospices civils de Lyon, le centre Léon Bérard et les centres hospitaliers de Vienne et de Bourgoin. Et c'est dans la deuxième période, qui va durer 24 mois, que l'ensemble des établissements de la région participera, à savoir les mêmes établissements et les autres établissements donc cités par Laurent Pézère, donc au total 14 établissements effectivement. Alors, comment est-ce que nous allons travailler ensemble dans ce parcours? Il y avait 2 façons de présenter les choses, soit de façon très chronologique, voilà, à telle visite, ce que nous devrons faire, etc. Et on n'a pas souhaité rentrer dans ce type de présentation parce que finalement, c'est une expérimentation en vraie vie, ce n'est pas un essai clinique. Et donc, nous allons avoir la liberté d'organiser le suivi des patients et les appels entre pharmaciens, les visites avec le patient, etc. Bien sûr, ça va être séquencé, on va vous le démontrer, mais ça va se faire à certains moments, mais on aura quand même une certaine liberté et nous avons pensé qu'il était beaucoup plus important de vous dire le contenu et la méthode générale. Et puis surtout, c'est une façon de parler de ce projet sous un angle pharmaceutique avec des choses que nous savons faire et que nous pratiquons tous depuis toujours. Qu'est-ce que nous ferons donc? Eh bien, tout d'abord, nous allons sécuriser la chimiothérapie orale. Donc,
ce volet-là va porter sur de l'échange d'informations thérapeutiques, échange entre les professionnels de santé, hospitaliers, libéraux et le patient, et entre professionnels entre eux, à travers donc la messagerie sécurisée. C'est de l'information thérapeutique sur l'anticancéreux oral, sur les effets indésirables, et nous pourrons partager de l'information parce qu'il sera très important que nous ayons tous le même discours avec le patient et que nous puissions enrichir ce discours au fil du parcours. Nous travaillerons sur le plan de prise de l'anticancéreux oral, ce qui nous permettra d'avancer sur l'observance. Alors, ce plan de prise, eh bien, vous savez, il peut être extrêmement complexe avec un anticancéreux oral. Hein. Certains ont un rythme séquentiel. C'est pas toujours évident d'expliquer aux patients que cet anticancéreux se prend 2 semaines sur 3 ou 3 semaines sur 4. Le moment de la prise, dans la journée et puis par rapport au repas, pendant ces repas ou à distance de ceux-ci, est-ce que ce médicament, on peut le prendre avec l'alimentation ou pas, avec un jus de fruits ou pas, etc. Toutes ces choses que nous expliquons tous les jours aux patients, eh bien, c'est la première information que nous allons lui donner. L'observance, eh bien, nous allons l'encourager bien sûr, ce patient à prendre les médicaments comme ils ont été prescrits et comme nous allons lui dire de les prendre, bien sûr. Donc, mais non seulement nous allons l'encourager, mais en plus, nous allons essayer d'évaluer cette observance pour essayer d'adapter le suivi. Cela veut dire qu'il nous faudra vraiment être à l'écoute du patient. Et puis, bien sûr, le traitement d'un patient atteint de cancer, ce n'est pas que le traitement anticancéreux. La plupart de nos patients sont des patients qui sont polymédiqués, qui sont extrêmement fragilisés par la maladie et puis par les médicaments également. Donc, nous nous intéresserons également à la prise des autres médicaments. Les autres médicaments qui sont prescrits, mais aussi les médicaments qui ne sont pas prescrits et qu'il arrive de prendre dans le cadre donc d'une automédication. Et également les thérapeutiques alternatives complémentaires, encore une fois, au premier rang desquelles la phytothérapie est extrêmement pourvoyeuse d'interactions médicamenteuses. Qu'est-ce que nous pratiquerons ensemble? Notre binôme pharmacien ville-hôpital, eh bien, réalisera des bilans médicamenteux, s'investira dans la conciliation médicamenteuse. Alors, je sais que c'est chronophage et c'est aussi chronophage à l'hôpital qu'en pharmacie de ville, mais ensemble, nous allons y arriver. Et puis, dans le cadre de cette expérimentation, eh bien, nous allons également essayer de mettre en place des outils qui vont faciliter la réalisation de ce bilan médicamenteux et de cette conciliation, parce qu'avant de réaliser un bilan, un plan de prise, pardon, eh bien, il va falloir bien identifier tous les médicaments que le patient est susceptible de prendre. Donc, c'est important que le binôme pharmacien fonctionne bien pour faire le point sur l'ensemble de ces médicaments. Il sera très important pour nous, pharmaciens, de réduire les interactions médicamenteuses. Ces interactions médicamenteuses avec l'ensemble des médicaments, avec la phytothérapie, elles sont source soit d'une perte d'efficacité de l'anticancéreux oral, avec des vraies pertes de chance pour ce patient. Elles peuvent être également source d'augmentation de la concentration plasmatique de l'anticancéreux oral, ce qui nous pose bien sûr des problèmes d'exacerbation de la toxicité et parfois d'interruption, d'arrêt du traitement à cause donc de ces interactions. Il est donc essentiel de bien prévenir les effets indésirables, les interactions médicamenteuses. Et puis, comme nous l'aurons fait pour le plan de prise de l'anticancéreux oral, eh bien, nous essaierons de proposer un plan de prise concernant tous les médicaments aux patients de façon à ce qu'ils puissent bien resituer la prise de chaque médicament dans une journée de traitement. Alors, ce suivi sur la diapo suivante donc s'accompagne également d'un télésuivi
Il s'agit d'abord d'un suivi des symptômes et des effets indésirables. Nous n'y sommes pas obligés, mais nous sommes fortement encouragés à proposer des solutions numériques et à les évaluer dans le cadre de cette expérimentation. Et c'est ce que nous ferons ensemble et nous vous guiderons pour cela. Nous vous proposerons des solutions numériques qui seront donc utilisées par l'ensemble des acteurs et par les patients eux-mêmes. Alors, quel sera notre rôle dans ce suivi des symptômes et des effets indésirables? De mon point de vue, c'est de loin le plus complexe parce que autant nous sommes l'expert du médicament, eh bien, autant nous partagerons ce suivi des symptômes et des effets indésirables en pluriprofessionnalité avec les médecins et avec les infirmiers qui seront acteurs également de ce parcours. Je pense que c'est très important d'avoir bien ça à l'esprit. Il sera important de pouvoir expliquer aux patients quels sont les effets et les symptômes qu'il peut facilement identifier, prévenir, gérer. Comment est-ce qu'il peut le faire, avec quelles mesures hygiéno-diététiques, avec quels médicaments symptomatiques. Et cela nous permettra eh bien, de détecter des effets indésirables de façon précoce pour pouvoir les prendre en charge de façon anticipée. Voilà. Donc, nous serons impliqués dans ce télésuivi. Et enfin, eh bien, dans le cadre de ce parcours, comme vous l'avez compris, nous allons ensemble démontrer que oui, le lien ville-hôpital, c'est possible et que le binôme pharmaceutique ville-hôpital est indispensable. Ça commence, comme je vous le disais il y a quelques diapos, par nous assurer de la disponibilité de l'anticancéreux oral lors de la venue du patient à la pharmacie d'officine, mais également beaucoup de partage d'informations thérapeutiques et des échanges qui seront formalisés à travers la messagerie sécurisée. La diapositive suivante nous montre donc la première séquence de ce parcours. Le parcours va être séquencé en 3 séquences. Alors, la première séquence, eh bien, c'est celle-ci, que l'on peut illustrer très simplement de la façon suivante. C'est une séquence qui va entourer la primo-prescription. Le patient a une consultation avec le cancérologue hospitalier qui lui prescrit pour la première fois son anticancéreux oral. Et c'est le point de départ de ce parcours thérapie orale, en sachant qu'après la consultation avec le cancérologue hospitalier, eh bien, le patient rencontre le pharmacien hospitalier et l'infirmière de coordination. Alors, nous allons lui présenter le suivi, le parcours, et nous allons commencer à travailler avec lui effectivement sur le plan de prise, sur un premier échange d'informations thérapeutiques, sur les effets indésirables, etc. Et surtout, nous allons profiter de la présence du patient pour lui demander vers quelle pharmacie nous tourner, c'est-à-dire à quelle pharmacie d'officine il ira chercher ses médicaments. C'est à ce moment-là que nous prenons un premier contact avec vous. À votre tour, vous pourrez commencer à participer au suivi. Alors, nous vous expliquerons le parcours. J'ai bien précisé sur la diapositive, parce que m'a bien été demandé de le faire, qu'il y aura un bulletin d'adhésion à remplir. Alors, c'est vrai que c'est important, ça me fait un petit peu sortir de la pharmacie clinique oncologique, mais je crois que c'est important de jouer le jeu. Dans l'expérimentation, je fais la parenthèse, il y a quand même une partie administrative à laquelle nous devrons tous participer de façon à ce que les informations soient remontées sur la plateforme nationale et à l'assurance maladie, ce qui nous permettra effectivement d'être financés, puisque, comme vous l'avez compris, ce parcours est financé pour tous les acteurs. Donc, nous allons échanger de l'information, et donc vous voyez que si après la primo-prescription, le suivi va démarrer à l'hôpital, eh bien, la deuxième étape, toujours dans cette première séquence et toujours au cours de cette première prescription, nous allons faire un relais d'informations et puis le patient va venir donc à la pharmacie où vous l'attendrez. Ça sera programmé et vous pourrez à ce moment-là lui délivrer son traitement
et reprendre l'information thérapeutique avec lui. Olivier va vous expliquer plus dans le détail les différentes étapes de cette première séquence. Oui, alors un peu plus en détail, mais assez rapidement aussi, hein, parce qu'on va essayer de balayer les 3 séquences dans le détail avec Catherine. Ce qu'on va faire dans un premier temps, cette conciliation médicamenteuse qui est demandée, en fait, dans beaucoup de cas, on le faisait déjà, puisque vous êtes souvent appelés par les établissements pour connaître les prescriptions du patient, ce qu'on faisait en envoyant par fax les ordonnances, notamment. Bon, ben là, c'est quelque chose qui va être formalisé, amélioré et fait par voie numérique. Donc, c'est le premier temps de la séquence 1, c'est ce qui va se passer avant la sortie du patient. Et ensuite, le second temps de cette séquence 1 pour le pharmacien d'officine, c'est l'arrivée du patient à la pharmacie. Et là, comme vous l'a expliqué Catherine, ce ne sera pas une arrivée impromptue dans laquelle il va falloir convaincre un patient de rentrer dans un parcours de soins. Les choses auront été organisées en amont. Et je dirais, vous allez pouvoir rentrer facilement dans le dispositif avec le patient, puisque déjà, il va vous en informer quand il va arriver avec les documents dont parlait Catherine, mais au préalable, vous aurez été contacté par l'établissement pour vous annoncer la sortie de ce patient. C'est quand même aussi la grosse différence à ce qu'on pratique aujourd'hui dans le cadre des accompagnements à l'officine, où en fait on est en autonomie, c'est-à-dire que c'est à nous d'aller recruter du patient, c'est à nous de faire quelque chose avec le patient, puis finalement, bon, malgré le fait qu'on essaye parfois de communiquer sur ce qu'on a fait, on a un peu l'impression que ça reste au sein de l'officine. Là, dès le début de cette première séquence, on va bien voir que en fait, on est déjà dans une deuxième phase du parcours, il a été pris en charge à l'hôpital et tout de suite, on met dans la boucle le pharmacien d'officine. Alors, cette première séquence dure donc 1 mois et elle est suivie par une séquence 2. La séquence 2, cela signifie une durée de 3 mois dans le parcours, donc on pourrait dire mois 2, mois 3, mois 4, et elle va être donc réglée par les consultations, les dispensations d'anticancéro-orales, et chaque fois qu'il y aura un renouvellement de la prescription, eh bien, nous pourrons intervenir à l'hôpital et en ville, l'ensemble des acteurs. Alors, cette deuxième séquence de 3 mois, elle pourra être renouvelée et c'est le cancérologue hospitalier qui jugera utile ou non de renouveler cette séquence 2. En fait, cette séquence 2, elle est extrêmement importante parce que, comme vous l'avez vu, la première séquence qui entoure la primo-prescription est quand même très hospitalo-centrée. Or, cette séquence 2, on va dire qu'elle est hospitalo-guidée parce qu'effectivement, elle démarre encore une fois à l'hôpital. Mais là, il y a un vrai relais d'informations accru, renforcé par rapport à la première séquence. Et c'est un petit peu le sens de l'histoire, c'est que cet échange d'informations, il se fasse dans le sens d'un relais. Donc, nous allons vraiment travailler ensemble pendant cette deuxième séquence de façon à rendre autonome ce patient, autonome dans son environnement ambulatoire, c'est-à-dire que même si le cancérologue hospitalier va continuer à le suivre, etc., pendant la séquence 2, nous allons vraiment renforcer ce lien ville-hôpital à travers le relais et le partage des informations. Il ne va rien se passer de différent finalement par rapport à la première séquence. Nous utiliserons toujours les mêmes outils et quand nous rencontrerons les uns et les autres le patient, nous continuerons d'essayer d'optimiser sa thérapeutique par l'analyse de prescription, la conciliation médicamenteuse, le bilan médicamenteux, évidemment, la gestion des effets indésirables et puis surtout comment réduire les interactions médicamenteuses. Voilà, c'est notre travail de tous les jours et nous allons le renouveler pendant cette séquence 2. Olivier va apporter quelques précisions sur le contenu de la séquence 2. Oui, voilà, bien évidemment, tous les documents qu'on vous présente ce soir seront mis à votre disposition, hein. Donc oui, comme le dit Catherine, en fait, la séquence 2, c'est la séquence où finalement le patient est déjà bien rentré dans le parcours et là, on va commencer son accompagnement. Donc, il y a le renouvellement de ce traitement, donc, puisque comme ça a été dit, la séquence 1 a vocation à durer 1 mois, hein, ce qui est la prescription qui va être faite pour l'initiation du traitement. Et donc, il y aura la phase de renouvellement du traitement avec la dispensation du médicament à l'officine.
Et on va commencer à mettre en place les outils de suivi de ce patient, donc notamment l'observance, de déjà vérifier si quand il sort de l'hôpital, il vient bien chercher son traitement justement à la clôture de sa première ordonnance, et puis de commencer à échanger avec lui sur les potentiels effets indésirables, avec un suivi qui devra se faire de manière hebdomadaire, dans des modalités qui vous seront précisées, parce qu'il est bien évident qu'on ne va pas demander aux patients de venir systématiquement à l'officine. Il y aura des outils qui vont être mis en place pour le faire. Donc voilà, cette séquence 2-là, en gros, on est rentré dans le parcours. Donc elle sera, j'ai envie de dire, un petit peu plus simple, parce que l'essentiel du travail aura quand même été fait en amont dans la séquence 2, mais voilà, dans la séquence 1, pardon. Mais voilà, la séquence 2 permet de valider que ce parcours se poursuit. Et on va en arriver, bien évidemment, rapidement à la séquence 3, Catherine. Alors, il y a quelque chose qui change sur la diapo pour la séquence 3. Même si elle démarre par une prescription de renouvellement à l'hôpital par le cancérologue hospitalier, eh bien, vous voyez, elle se poursuit directement par l'intervention des acteurs libéraux. Et comme nous sommes entre pharmaciens, je crois, ce soir, eh bien, j'ai mis en lumière le rôle du pharmacien d'officine, puisque le patient, quand il va quitter le cancérologue hospitalier, eh bien, il va venir chercher son médicament à la pharmacie. Vous aurez eu le temps d'organiser tout cela avec lui, parce qu'il y a toute cette courbe d'apprentissage qui se sera faite pendant la séquence 2. Vous aurez vu directement avec le patient quand est-ce qu'il a son prochain rendez-vous, quand est-ce que vous devez avoir le traitement, etc. Vous anticiperez et vous connaîtrez suffisamment bien ce patient, la thérapeutique, pour pouvoir le suivre sans l'intervention du binôme pharmacien-infirmière de l'hôpital. Alors, pas de souci, on est toujours là, mais simplement en recours, et on restera bien sûr à votre disposition chaque fois que nécessaire. Il pourra arriver qu'on rencontre le patient, et à ce moment-là, on vous en informera. Ça sera à la demande du cancérologue hospitalier, mais vous en serez toujours informé. Mais si on considère une séquence 3 comme elle doit se dérouler, elle dure 6 mois, elle va être aussi renouvelable, et c'est vous qui serez en première ligne. Et là, nous aurons réussi, nous aurons relevé le défi de ce relais ville-hôpital. Voilà, et c'est Olivier qui va vous apporter encore plus de précision sur ce que vous allez pouvoir produire pendant cette séquence 3. Merci Catherine. Alors oui, on voit bien dans le dispositif, et puis ce sera rappelé, donc Catherine vous présentera de manière plus générale l'ensemble de ces séquences juste après, mais on voit bien qu'il y a quand même un transfert, là pour le coup, entre la séquence 1 et la séquence 3, des rôles des différents acteurs, c'est ce qui avait été dit en introduction, où on passe d'un patient qui est globalement pris en charge au sein de l'établissement et qui petit à petit est de plus en plus accompagné en ville. Et en gros, voilà, la séquence 3, c'est la séquence où le pharmacien d'officine a tout son rôle de suivi, suivi dans l'observance, suivi dans les effets indésirables, puisque là, il va y avoir un espacement des consultations. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être même là qu'on nous attend le plus, puisque donc on va pouvoir, sur une durée un petit peu plus longue, montrer tout l'enjeu de cet accompagnement patient, du respect de l'observance, de la remontée d'effets indésirables, et peut-être aussi, on ne l'a pas dit, mais de suivre ces effets, et de pouvoir imaginer que ça pourrait être aussi la possibilité de gérer à l'officine ce qu'on appelle le plan de gestion de risque médicamenteux, c'est-à-dire de regarder quand il y a des problèmes avec un médicament. On l'a vu un peu avec la vaccination Covid, où on est sollicité pour faire remonter des effets indésirables sur la vaccination. Là, on va pouvoir alimenter une base de données de ces effets indésirables. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça permettra peut-être aussi de pouvoir voir ces médicaments hospitaliers être plus facilement et de manière plus assurée, avec plus de confiance, délivrés en ville. Voilà donc pour la séquence 3. Et maintenant, on va vous résumer tout ça dans un schéma assez simplifié que va vous présenter Catherine. Alors, sur cette diapositive, avec Olivier, nous avons voulu vous montrer la progression dans le parcours. Donc, la séquence 1, c'est la primo-prescription et la primo-délivrance. C'est le premier mois de traitement. Et vous voyez que le lien ville-hôpital est déjà enclenché, mais c'est un suivi qui est hospitalo-centré. Ça part surtout de l'hôpital pendant ce premier mois.
Et puis, vous voyez que la séquence 2, 3 mois renouvelable, eh bien, on est complètement dans le lien ville-hôpital, dans ce relais de l'information. Et alors, quand je dis relais, c'est relais, effectivement, au départ, on l'imagine tous de l'hôpital vers la ville, mais c'est hyper important que les informations de la ville soient transmises à l'hôpital parce que c'est là que nous allons faire la démonstration de notre expertise de pharmacien, des interactions médicamenteuses. Ça prend aussi en compte l'automédication, ça prend aussi en compte toutes ces informations, tout ce déclaratif du patient vers le pharmacien de proximité que vous êtes. Et c'est en reconstituant le puzzle des informations et de l'histoire médicamenteuse du patient que nous serons encore plus performants et que nous allons encore davantage l'aider. Donc, cette séquence 2, elle est primordiale et c'est vraiment le relais ville-hôpital. Et puis, vous voyez que dans la séquence 3, renouvelable de 6 mois en 6 mois, eh bien, c'est vous qui êtes en première ligne et c'est vraiment un suivi par les acteurs de ville. Alors, vous allez très certainement vous poser des tas de questions, on sera là pour vous répondre, mais par exemple, tous les parcours n'auront pas la même durée. Vous comprenez bien qu'un patient atteint de glioblastome aura un parcours beaucoup plus court qu'un patient atteint de certains cancers hématologiques, par exemple la leucémie myéloïde chronique, où les patients vont pouvoir être traités pendant plusieurs années. Voilà, ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est que nous suivrons ensemble des patients qui seront amenés à changer d'anticancéro-oral. Pourquoi? En raison de la progression de la maladie ou en raison de toxicité du premier anticancéro-oral. Et à ce moment-là, eh bien, nous reprendrons le suivi à la séquence 1 puisqu'il s'agira d'une nouvelle primo-prescription, évidemment. Toute l'information thérapeutique sur les modalités de prise, les effets indésirables, tout cela sera modifié. Je pense que après ce parcours, il est important d'essayer de faire le point ensemble sur les enjeux de la coordination. C'est la diapositive suivante. En fait, nous allons vraiment travailler ensemble et encore une fois, c'est vraiment sur notre binôme pharmaceutique, ville-hôpital, que repose une grande partie des bénéfices attendus de cette expérimentation. C'est notre coordination. On va voir avec l'intervenant suivant le rôle de la messagerie sécurisée. Donc, comment est-ce que nous allons nous coordonner? Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre que si nous nous mobilisons à partir du 1er octobre pour suivre ensemble ces patients, c'est pour répondre à de nombreux objectifs. Le premier, c'est d'assurer une continuité ville-hôpital et la fluidité du parcours. Ça commence encore une fois par des choses très simples. Quand est-ce que nous pouvons vous adresser le patient? Ce qui nous laisse aussi aux uns et aux autres le temps de se préparer. Et puis, c'est démontrer que la pluridisciplinarité ville-hôpital, oui, c'est possible. Tout cela dans l'intérêt du patient. Nous allons augmenter sa confiance vis-à-vis des soignants et nous allons par là même améliorer son adhésion thérapeutique. Et puis encore une fois, l'anticancéro-oral, c'est un médicament. L'expert du médicament, c'est le pharmacien et notre binôme est là pour sécuriser la chimiothérapie orale. Ça passe par améliorer l'observance et donc améliorer l'efficacité du traitement et ça passe par réduire l'iatrogénie médicamenteuse, effets indésirables, erreurs médicamenteuses. N'oubliez pas que le patient peut aussi faire des erreurs de prise tout simplement et puis la détection des interactions médicamenteuses. Nous avons un rôle à jouer les uns et les autres sur comment est-ce que nous allons pouvoir faciliter la déclaration des effets indésirables par le patient, par son aidant également. Habituellement, le patient déclare les effets indésirables lors de la consultation à l'hôpital. Et bien là, ce lien ville-hôpital aura pour objectif de permettre au patient de déclarer les effets indésirables aux pharmaciens d'officine, aux pharmaciens et à l'infirmière de coordination à l'hôpital, en tout cas à l'ensemble des acteurs, de façon anticipée, sans attendre la consultation. Et ça, les études cliniques l'ont montré. Il y a des publications scientifiques sur ce sujet. Ce lien ville-hôpital va permettre
que le patient nous déclare ses effets indésirables et ses symptômes de façon précoce. Et nous, soignants, cela va nous permettre de les prendre en charge de façon anticipée. Nous nous attendons à avoir davantage d'effets indésirables de grade 1-2 et nous l'espérons beaucoup moins de grade 3-4. Et c'est ainsi que nous allons aider le patient. Nous allons ensemble réduire les interactions médicamenteuses et en réduisant les effets indésirables et leur gravité, en réduisant les interactions médicamenteuses et leurs conséquences, eh bien, nous espérons bien sûr augmenter la durée de traitement et donc augmenter leur efficacité et nous rapprocher des résultats attendus dans les essais cliniques où vous savez que les patients sont extrêmement suivis de façon très, très rapprochée. Et tout cela, c'est de la survie. Alors, bien sûr, tout cela a des conséquences médico-économiques qui sont attendues et il s'agit bien sûr de réduire la consommation des soins en termes de réduction des hospitalisations non programmées qui peuvent être non seulement coûteuses en termes de santé publique, mais surtout délétères quand un patient est adressé à l'hôpital sans qu'on sache toujours quel est son traitement, etc., qui passe par le service des urgences, des choses comme ça. Eh bien, tout ça, nous allons essayer de le réduire et ça se traduira par un impact donc médico-économique. Alors voilà pour les principaux enjeux, mais je pense qu'on a encore insuffisamment parlé de l'enjeu principal de l'expérimentation. Si ensemble nous faisons la démonstration que ce suivi pluriprofessionnel, ville-hôpital, améliore et augmente donc le bénéfice pour les patients, eh bien c'est un suivi qui passera en droit commun. Cela veut dire qu'il sera financé par l'assurance maladie sous la forme de différents forfaits qui vous seront détaillés au cours de ce symposium. Et cela veut dire tout simplement que après 2024, à la fin de l'expérimentation, eh bien, tout patient ambulatoire sous anticancéreux oral en France pourra bénéficier de ce suivi ville-hôpital. Et cela veut dire aussi qu'enfin, nous aurons avancé sur l'équité d'accès aux soins et l'équité d'accès à l'innovation. Et si tous les patients bénéficient de ce suivi, effectivement, je pense que nous avons toutes les bonnes raisons de nous mobiliser pour démontrer le bénéfice de cette expérimentation. Olivier ? Oui, merci Catherine. Eh ben, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Thierry Durand du GCS SARA qui va vous parler d'un des outils qu'on va utiliser, mais que je pense la plupart d'entre vous connaissent déjà et utilisent, qui est l'outil MonSysra. Donc tout un tas d'acronymes, le GCS SARA qui déploie l'outil MonSysra, mais Thierry vous en parlera beaucoup mieux que moi. Alors bonsoir à tous, merci Catherine et Olivier pour cette belle présentation, très motivante au niveau métier je trouve. En fait, vous avez dit beaucoup de choses que je voulais raconter, mais je vais en profiter pour expliquer le GCS-SARA, ce que c'est, parce que finalement, je ne suis pas sûr que tous les pharmaciens d'officine le sachent. En fait, c'est un groupement de coopération sanitaire qui est, on va dire, qui est là pour aider l'ARS à déployer les systèmes d'information partagés et communiquant dans la région, tout ce qui est santé. On s'appelle GCS SARA aujourd'hui, on s'appelait GCS Sympa et GCS Sistra avant la fusion des régions, donc vous avez dû connaître dans les deux régions historiques. Et en fait, ça fait bientôt 10 ans qu'on travaille avec l'URPS pharmacien à essayer d'apporter des solutions qui vous permettent d'améliorer le quotidien au niveau des pharmacies. Alors, on a commencé petitement à faire un annuaire avec l'URPS, on a dit qu'il fallait avoir la liste des pharmaciens, et donc il y a 8 ans, on n'avait pas ça encore. Et puis successivement, on a travaillé sur les vaccinations, de faire circuler les comptes rendus de vaccination. Puis, vous avez travaillé beaucoup sur le Covid, où vous vous êtes mis à utiliser les outils finalement pour votre besoin, et notamment avec les pharmacies, avec les médecins traitants. Et puis, cet article 51 vient un petit peu rajouter une nouvelle vague avec vraiment une grande envergure. Et pour moi, l'idée, c'est que les outils qu'on essaye de concevoir
soit là pour vous aider à faire votre projet métier comme il a très bien été présenté par Catherine et Olivier. Alors, moi j'ai très peu de diapos, donc vous avez compris qu'il y a un enjeu côté hospitalier avec 3 acteurs, l'oncologue, l'infirmière de parcours et puis le pharmacien de la PUI. Vous avez compris que vous seriez appelé par le pharmacien de la PUI. Je ne l'ai pas rajouté là, mais les bonnes pratiques, on va aussi y travailler pour que les oncologues puissent aussi vous envoyer les prescriptions. Ça, on vous le demandait depuis longtemps, que vous receviez les prescriptions le plus tôt possible. Et puis, il y a un bulletin d'adhésion qui va devoir circuler, qui va permettre d'acter votre adhésion au dispositif. Donc ça, Catherine l'a évoqué, donc il faudra savoir le renvoyer. Et puis, la vraie première grosse étape où mon CISRA va être utilisé sera après la première conciliation médicamenteuse à l'hôpital. L'idée, c'est bien sûr d'envoyer le compte-rendu de cette conciliation, la fiche descriptive de compréhension de la thérapie orale, donc des choses qui vous auront été dites par téléphone, mais qui vous seront envoyées donc par mon CISRA. Ça, c'est bien un travail à faire une fois au moment de la séquence 1. Et puis l'idée derrière, vous allez refaire pendant la séquence 1, puis la séquence 2 et la séquence 3, vous allez faire N fois, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez faire une délivrance, ou possiblement à chaque fois que le patient viendra vous voir parce qu'il a possiblement un problème entre 2 délivrances, c'est aussi l'intérêt de votre proximité. Et l'idée, c'est que vous puissiez remonter à l'hôpital, à la PUI, et puis l'IDEC et l'oncologue, remonter la notion d'observance, qui peut venir d'une non-délivrance ou tout simplement parce que le patient vous explique qu'il n'arrive pas à prendre ses cachets. Donc ça, c'est des choses que vous avez l'habitude, les toxicités, et puis aussi toutes les questions et les remarques que vous aurez à remonter. Et puis, bien sûr, si vous voyez arriver de nouvelles ordonnances pour lesquelles l'hôpital n'est pas forcément au courant, si le patient est allé voir un autre spécialiste, ça sera important de remonter cette nouvelle ordonnance pour qu'elle puisse être intégrée dans le travail de conciliation par le pharmacien de la PUI. Donc là, l'idée, c'est que mon CISRA va être fortement utilisé pour permettre cette relation sécurisée, qui est tracée, qui est centrée patient, et qui est aujourd'hui, en tout cas, la solution qui marche bien dans notre région. Diapo suivante. Alors, on a le chiffre que l'on a là, qui est ce qu'on a regardé sur les villes l'environnement des hôpitaux de Bourgoin, de Vienne et la métropole de Lyon, c'est que 90% des pharmacies d'officine aujourd'hui utilisent mon CISRA. Le but, c'est d'accompagner les 10% restants. Alors, c'est vrai que 90, on est content parce que c'est le travail, je vous disais, depuis 10 années de travail avec les représentants de l'URPS pharmacien. Il faut qu'on aille chercher les 10% restants. Et on va travailler en fait, quand je regarde 10%, je me tâte entre faire une procédure, comme je l'ai écrit ici, une procédure rapide d'accompagnement en 48 heures, ou tout simplement d'anticiper ça et d'accompagner déjà tous ceux qui le demanderont. Donc n'hésitez pas, solliciter l'URPS si dès ce soir ou dès demain vous voulez être aidé à utiliser mon CISRA. Et puis d'essayer de faire finalement un presque 100%. Alors c'est pas une obligation en soi, hein, mais c'est quand même une solution qui devrait vous aider et qui est quand même bien, qui pour vous est simple et qui du côté de l'hôpital est bien. Alors c'est un mot d'informaticien urbanisé, c'est-à-dire le message, il arrive déjà au milieu des organisations de l'hôpital et qui sera entre l'IDEC, la PUI. Les gens ont des outils pour réceptionner tout ça. Et donc, c'est quand même intéressant. C'est mieux que d'essayer d'appeler l'oncologue qui n'est pas joignable parce qu'il est en consultation. Donc voilà. Donc, c'est des outils qui sont là pour vous aider. Et puis, on va donc travailler avec l'URPS pharmacien pour faire des tutos, des webinaires. Donc, on va essayer de trouver les formats qui vous vont le mieux pour venir possiblement soit aider ceux qui ne l'ont jamais utilisé, mais aussi peut-être vous donner des trucs et astuces, parce que dans mon CISRA, en fait, il y a plein de choses différentes. Et on sait que, par exemple, il y a une notion d'imprimante virtuelle qui vous permettrait d'imprimer directement à partir de votre logiciel métier. Donc, on va vous aider à utiliser au mieux les solutions en place. Et puis, on va continuer à travailler pour possiblement les améliorer. Donc, on a des solutions pour démarrer au début octobre, qui est le début de l'expérimentation, de la phase pilote, mais on a bien en tête de pouvoir faire d'autres choses si c'est nécessaire. Et ça, on le verra ensemble avec les pilotes, bien sûr avec l'URPS.
Donc voilà, donc je crois que c'était ma dernière diapo. Je vais passer la main à Noémie Perrard de l'assurance maladie qui va vous parler plutôt des aspects de facturation. Bonsoir à tous, donc je vais vous présenter les montants des forfaits ainsi que le circuit de facturation dans le cadre de cette expérimentation. Donc on a bien les trois séquences qui vous ont été présentées. Dans le cadre de la séquence 1, donc vous allez avoir un forfait de 80 € dès lors où c'est vous qui effectuez la primo-dispensation du médicament en ville. À l'inverse, lorsque cette dispensation sera effectuée par l'équipe hospitalière en rétrocession, vous allez avoir un montant de forfait de 40 € pour le rôle que vous allez effectuer dans la conciliation médicamenteuse. Ensuite, en séquence 2, vous allez donc avoir un forfait de 80 € pour les 3 mois de cette séquence 2. Et pour finir, la séquence 3, qui a donc une durée de 6 mois, vous allez avoir un forfait de 50 €. Comme on a pu le voir précédemment, parfois donc les séquences seront renouvelées et par conséquent, si les séquences sont renouvelées, vous allez avoir des forfaits supplémentaires qui vont pouvoir s'ajouter. Diapo suivante. Donc, concernant le circuit de facturation dans le cadre de l'expérimentation, donc il est différent du circuit de facturation classique que vous connaissez bien. Dans ce cadre-là, dans le cadre de l'expérimentation, donc comme on l'a dit, vous allez être rémunéré au forfait pour votre implication dans le suivi du patient, mais également pour votre coordination avec l'hôpital. Donc cette rémunération, par contre, elle va être déclenchée par l'équipe hospitalière à la fin de chaque séquence. Donc, pour que l'équipe hospitalière puisse déclencher cette facturation, il va être nécessaire de transmettre à l'hôpital deux éléments. Donc, d'une part, les comptes rendus du suivi du patient, en utilisant bien sûr mon CISRA qui vient de vous être présenté, et d'une autre part, le bulletin d'adhésion qui est également à transmettre à l'établissement hospitalier via mon CISRA. À savoir que ce bulletin d'adhésion, finalement, formalise le fait que vous acceptez de participer à cette expérimentation. Donc, il y a 2 points de vigilance à avoir en tête. C'est que, d'une part, pour un même patient, il ne sera bien sûr pas possible de facturer un accompagnement pharmaceutique dans le cadre de l'avenant conventionnel 21 et également un accompagnement pharmaceutique dans le cadre donc, de ce projet thérapie orale. Ça peut être soit l'un ou soit l'autre. Et également, donc, comme je viens de vous le présenter, le circuit de facturation étant différent du circuit classique que vous connaissez bien, dans le cadre de cette expérimentation, il ne sera pas possible d'utiliser la carte vitale du patient. Donc, je vais vous présenter un exemple du circuit de facturation en nous appuyant sur donc, la séquence 1. Donc, par exemple, vous allez avoir Madame Guéry qui vient d'être inclue dans l'expérimentation. Le pharmacien hospitalier donc, va vous contacter, vous proposer donc, de participer à l'expérimentation. Si vous l'acceptez, l'établissement hospitalier va vous envoyer un bulletin d'adhésion via mon CISRA. Ce bulletin d'adhésion sera complété et où vous devrez indiquer votre numéro assurance maladie, le signer et le retourner à l'établissement. Et c'est à ce moment-là, finalement, que vous allez pouvoir démarrer le suivi donc, de la patiente. Ensuite, donc, une fois la séquence terminée, vous allez, comme je l'ai indiqué, envoyer vos comptes rendus à l'équipe hospitalière qui va, du coup, ces comptes rendus justifier du fait que vous avez bien effectué les entretiens. Et l'équipe hospitalière va simplement vérifier que les prestations ont bien été réalisées. Également, l'équipe hospitalière va vérifier que vous ayez envoyé le bulletin d'adhésion signé. Et avec ces 2 éléments, donc l'hôpital va pouvoir déclencher la facturation. Et pour cela, donc l'hôpital va saisir les données de facturation dans une plateforme de facturation qui s'appelle Plateforme Article 51, qui est une plateforme de la CNAM et qui gère l'ensemble des facturations et des paiements pour tous les projets Article 51 qu'il y a à ce jour en France. Donc elle fonctionne très bien, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Et donc, une fois que l'établissement a saisi ces données de facturation, l'assurance maladie pourra alors vous rémunérer directement via votre numéro assurance maladie. Je rajoute également un point qui est donc le suivant. L'établissement hospitalier saisira les données de facturation de manière mensuelle. Donc, vous serez payé au service fait à la fin de chaque séquence.
Voilà, donc j'en ai terminé pour vous présenter ces éléments de facturation. Et je passe à présent la parole à Madame Camboni, donc directrice de l'URPS pharmacien pour notre région. Merci Noémie. Donc de mon côté, je vais vous faire une petite vision en fait de ce que nous avons mis en place pour vous accompagner au sein de l'URPS, donc pour vous permettre d'appréhender mieux déjà ce qu'est un article 51, les enjeux de thérapie orale et également voir un petit peu comment on a construit notre plan de communication et comment on va vous associer pour la suite afin que vous puissiez nous donner votre avis pour savoir comment mieux vous aider en fait pour déployer cette expérimentation à fort enjeu. Donc, comme je vous le disais, donc, il y avait trois phases sur notre plan de communication. La première consiste en fait à modifier nos canaux de communication. Vous avez vu, on a intégré la fleur de l'innovation en santé article 51. Vous voyez avec les différents pétales et qui représentent donc l'article 51 national et le projet thérapie orale. Ensuite, donc ça, nous l'avons intégré à toutes nos signatures électroniques et à nos bannières de communication de manière à instiller auprès de tous les pharmaciens d'officine, en fait, la reconnaissance de ce logo qui est vraiment très particulier. Ensuite, nous avons mis en place un échelonnement en collaboration avec Pharma Radio d'interviews donc un petit peu médiatiques pour vous parler donc de cet article 51, que ce soit au niveau de l'URPS, mais également au niveau de l'ARS, au niveau du cabinet Gov, qui est un interlocuteur important pour nous, puisqu'en fait, il est facilitant au niveau régional pour faire le lien entre les porteurs de projets nationaux et les acteurs régionaux. Nous avons eu un pharmacien de PEI, Madame Tichou, en fait, que je remercie également pour avoir répondu présente et témoigné en fait des échanges avec entre le pharmacien PEI et les officines. Et également le professeur Youfol, bien sûr, qui nous accompagne tout au long, vous voyez, de ces webinaires, de notre dossier de presse et de tous les échanges médiatiques que nous avons. C'est pareil pour l'ARS, hein, Laurent Pézère, et également donc l'assurance maladie qui, dès qu'on les sollicite, en fait, répondent présents pour vous accompagner. Donc, merci à eux donc d'intervenir aussi souvent qu'on les sollicite. À venir, donc, il y aura une interview d'Olivier Rosaire qui sera présente aussi dans la revue Ma Santé. Et donc, ce soir, nous avons prévu donc, ce webinaire avec l'ensemble des intervenants qui vous permettent de mieux comprendre donc, les enjeux et donc le parcours. Par rapport à l'intervention de l'URPS, nous avons mis en place aussi un dossier de presse qui a dû vous arriver en officine sous la forme d'un journal de 16 pages et qui reprend plusieurs interviews. Donc, ce que nous souhaiterions, c'est que vous puissiez nous faire un petit retour sur ce que vous pensez en fait de notre manière de communiquer. Si le dossier de presse vous a convenu tant au niveau du format que du contenu, bien sûr, ainsi que sur le webinaire. Si également les interventions Pharma Radio vous ont permis de mieux comprendre tout ce parcours et tous les enjeux. Donc, nous allons vous interroger sous la forme d'une enquête questionnaire d'ici 48 heures à peu près. Donc, votre avis est vraiment très important pour nous orienter pour la suite, car l'expérimentation va durer, comme on vous l'a indiqué, donc 33 mois. Donc, il est important qu'on puisse avoir vos retours pour voir comment vous accompagner. Comme l'a dit aussi le GCSARA, bien sûr, nous proposerons des webinaires un peu plus techniques de manière à faciliter l'appréhension des outils. Ensuite, dernière slide me concernant. Je voulais aussi vous partager par rapport aux articles 51 quels étaient les enjeux pour tous les pharmaciens d'officine, puisque là on vous a parlé de thérapie orale. Il faut voir qu'il y a aujourd'hui 8 autres projets d'article 51 en cours qui concernent et impliquent donc des pharmaciens d'officine. C'est très important. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous allons travailler sur la région et bien sûr sur d'autres régions sur thérapie orale. Et vous voyez, en fait, il y a
plein d'autres projets qui vont permettre d'accélérer en fait l'émission et rémunération donc des pharmaciens. Donc on a 3 projets en cours donc pour les plus âgés, 2 pour les publics précaires, donc ce sont pour les migrants et pour les populations à risque. Un projet en cours pour lutter contre la désertification médicale, notamment quand il n'y a plus de médecins traitants, et 2 parcours innovants pour la prise en charge médicamenteuse, dont thérapie orale. Donc ça, je voulais vraiment que vous en ayez cette photo. C'est important, ça vous indique en fait que pour chaque URPS pharmacien donc, et pour chaque officine qui sont impactés par ces projets, en fait, on œuvre tous pour l'évolution du métier de demain. Donc ça, c'est vraiment un message qui me semblait très positif pour vous montrer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui bougent au niveau national et qui vont permettre d'accélérer en fait le droit commun. Donc pour finir, on va vous proposer en fait une réponse aux questions issues du chat. Donc je vais laisser la main à Carla Gomez-Vira qui nous a vraiment beaucoup aidé, que ce soit pour la constitution des supports de ce webinaire, du dossier de presse et également voilà, pour l'ensemble de toute cette communication. Donc merci Carla et je te passe la main. Merci Rachel. Alors, du coup, concernant les questions, on a eu donc quelques questions qui sont revenues donc concernant les déplacements des patients. Donc, tout d'abord, on aimerait savoir si l'article 51 est susceptible d'éviter aux patients des allers-retours entre le domicile et l'hôpital, donc parfois même 2 fois 200 km. On ne mettra pas en place pour l'article 51 le même dispositif que l'on a mis en place pendant la crise sanitaire. Mais bon, on n'est pas du tout dans les mêmes, dans la même configuration. Quand le suivi est nécessaire, eh bien, le patient va se déplacer effectivement à l'hôpital. Quand il y aura par contre du télésuivi, et c'est vrai que régulièrement, on pourra téléphoner au patient, lui parler à travers la solution numérique quand nous disposerons d'une solution numérique. Voilà, mais on ne peut pas dire que ça évitera aux patients tous les déplacements. Ce qu'il faut, c'est que le suivi ne génère pas de déplacements supplémentaires. Et puis, à chaque fois que possible, c'est sûr, on essaiera d'éviter les déplacements, mais je pense qu'il serait utopique de dire que c'est la vocation de l'article 51. Voilà. Oui, et puis je rappelle aussi que c'est une expérimentation, donc tous les patients ne seront pas inclus dans cette expérimentation. Il y aura forcément une orientation qui sera faite au sein de l'établissement pour estimer que ce patient-là rentre plus facilement dans l'expérimentation et de pouvoir évaluer avec lui. Parce qu'effectivement, si c'est des patients qui ont des difficultés pour aller à l'officine, notamment si ce sont des aidants qui s'occupent d'eux, si c'est la famille qui s'occupe d'eux, bon, ce sera des patients qui seront peut-être plus compliqués à évaluer dans le dispositif tel qu'il est prévu. Donc, je pense on continuera à échanger là-dessus, mais je pense qu'il faudra quand même essayer d'orienter, j'ai envie de dire, les bons patients, enfin ceux qui sont aptes aussi de leur côté à rentrer dans l'expérimentation. Carla, si tu as d'autres questions. Ah oui, merci pour vos réponses. On en a une autre aussi concernant les déplacements. C'est qu'en est-il des patients qui ne se déplacent pas à la pharmacie mais qui font intervenir un tiers? Oui, voilà, donc je viens de répondre. Là, voilà, il faut bien voir qu'on est dans un cadre expérimental. Il ne s'agit pas de le faire à tous les patients. Et il y aura de toute façon une analyse, j'ai envie de dire, une évaluation qui sera faite à l'hôpital pour voir si ce patient-là peut rentrer dans l'expérimentation. Et on verra si, je pense que du coup, cette expérimentation permettra aussi de voir comment on pourra, à terme, dans le cadre d'une généralisation du dispositif, faire avec ces patients qui ont un parcours un petit peu plus complexe. Ok, merci. Nous avions aussi des questions sur l'outil, donc mon Sisra. Donc il y a une personne qui demandait, qui disait qu'elle utilisait mon Sisra comme messagerie sécurisée, mais qui voulait savoir s'il y avait besoin de maîtriser les autres fonctions de l'outil. En fait, on a voulu la chose la plus simple possible, vu le nombre important de pharmaciens d'officine qu'il va y avoir. Donc, il y aura utilisé que mon Sisra du côté pharmacie. L'idée, c'est d'utiliser mon Sisra dans toute sa puissance, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours connues, mais on va se limiter qu'à un seul outil.
mon CISRA et que mon CISRA. Pour que ça soit simple, et on utilisera mon CISRA pour envoyer les toxicités, pardon, et l'observance et possiblement des questions et des documents, mais que mon CISRA. Oui, et j'ajoute pour compléter la réponse de Thierry, c'est vrai que Thierry l'a évoqué tout à l'heure, mais on n'utilise pas du tout, enfin en tout cas très peu utilisent, et les médecins les premiers, la fonction imprimante virtuelle de mon CISRA, dont on vous parlera ultérieurement, mais typiquement quand on va vouloir transmettre une ordonnance qu'on a nous à l'officine d'un patient qui est suivi par son médecin traitant et qu'on voudra l'envoyer à l'établissement, il y a ce qu'on appelle cette imprimante virtuelle. Donc en gros, on prend le document tel qu'il s'affiche dans notre logiciel d'officine et on lui demande de l'imprimer, mais au lieu de l'imprimer sur son imprimante classique Brother, Epson, on lui demande de l'imprimer avec mon CISRA. Et donc, cette ordonnance ne s'imprime pas, elle se met en PDF dans un message sécurisé, ça allume mon CISRA, ça met ce document en pièce jointe et on n'a plus qu'à taper le nom de l'établissement et on l'envoie. En gros, quand on a compris le système, j'ai envie de dire, l'essayer, c'est l'adopter. Et quand on a expliqué ce système-là aux médecins, envoyer une ordonnance à l'officine avec mon CISRA, ça se fait en 2 clics. Donc, c'est vraiment une fonctionnalité qui est assez basique dans mon CISRA, mais qui, malheureusement, n'a pas été assez promue pour le moment. Et mea culpa, on va travailler là-dessus. Merci. On avait également une question qui était donc pour Madame Catherine Rioufol, et c'était concernant la mécanique d'articulation d'article 51, si c'était possible d'en parler par rapport aux entretiens conventionnels à l'officine, s'il y avait si c'était une opportunité ou du télescopage possible, si l'expérimentation article 51 tombe dans le droit commun, y aura-t-il un risque de voir les entretiens conventionnels abandonnés? Je pense surtout qu'il faut éviter de parler de télescopage. Aujourd'hui, on est en train d'expérimenter ce suivi ville-hôpital. Et pour les pharmaciens, finalement, ça repose beaucoup sur l'avenant 21. On est en train de parler depuis le début du symposium de quoi? D'entretien pharmaceutique avec les patients atteints de cancer. Voilà. Donc, qu'on les fasse d'une certaine manière ou d'une autre, de toute façon, l'objectif, il est le même, c'est de sécuriser la chimiothérapie orale et de promouvoir le rôle de notre profession de pharmacien. Voilà. Si on est d'accord là-dessus, on ne va pas parler de télescopage. On est en train, d'un côté, on a l'avenant 21, de l'autre côté, on a l'article 51. Demain, probablement, alors dans 4 ans, j'espère, dans 3 ans, j'espère que le bénéfice sera démontré dans le cadre de l'article 51 et que ça passera en droit commun. Je fais le pari que dans 10 ans, ça sera ni l'avenant 21 ni l'article 51, ça sera autre chose. On travaillera différemment, mais on aura fait un pas énorme dans le suivi des patients et dans notre place de pharmacien. Voilà. Je ne sais pas du tout comment est-ce que tout cela va s'articuler demain. Je pense aujourd'hui qu'il y a de la place pour l'avenant 21 et pour l'article 51, parce qu'il faut quand même bien qu'on ait tous à l'esprit que quand le patient arrive en pharmacie d'officine et qu'il n'est pas adressé par l'hôpital, vous êtes en mesure de le suivre dans le cadre de l'avenant 21 ou pas, c'est vous qui évaluez le besoin. Et si le patient vous est adressé par l'hôpital avec le label article 51, à ce moment-là, on le suit dans le cadre de l'article 51. Mais aujourd'hui, c'est sûr, pour des régions comme la nôtre, qui participent à l'article 51, il y a les 2 dispositifs qui vont cohabiter. Il n'y a pas de concurrence, il y a simplement un intérêt commun. Et encore une fois, demain, je suis sûre qu'on suivra les patients encore différemment. Oui, je confirme ce que dit Catherine. Les 2 vont être en parallèle. Les patients qui seront envoyés dans le cadre de l'article 51 seront assez peu nombreux par officine. Après, dans la question, si je me souviens bien, c'était est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'avenant 21 sorte un peu du paysage? En fait, j'ai plutôt, en étant un peu provocateur, j'ai envie de dire, l'idée, c'est peut-être justement de le faire sortir du paysage, parce qu'on voit bien que dans le dispositif qui est mis en place, c'est en gros un avenant 21, mais dans sa version complètement aboutie, où il y a la vraie communication entre les différents acteurs. Et aussi, pour parler clairement, comme ça a été présenté par Mme Perra tout à l'heure, il y a un intérêt économique aussi pour l'officine qui est un peu plus important, puisque les rémunérations sur ce parcours-là
vont entre 210 et 290 €. On vous le redétaillera là aussi. Mais on voit bien que l'enjeu, c'est quand même le suivi au parcours que le simple accompagnement tel qu'il est prévu aujourd'hui. Alors l'avenant 21, il va se mettre en place, il va suivre sa vie, mais je dis peut-être une chance de pouvoir aller au-delà de cet avenant 21 et de travailler vraiment en collaboration avec les différents acteurs dans un modèle économique qui sera un petit peu plus valorisant que ce qu'il y a actuellement. Une dernière question, Carla, pardon. Oui, du coup, on a une dernière question. C'est en cas de changement de traitement, doit-on repartir à 0? Oui, on en a un petit peu parlé pendant la présentation. Effectivement, si pour des raisons de progression de la maladie, de toxicité, le cancérologue change l'anticancéro-oral, eh bien, on repart sur la séquence 1 qui est une primo-prescription parce que les modalités de prise seront différentes, les effets indésirables également, et je dirais que, évidemment, on est plus avancé dans la maladie, dans le traitement, et le patient est davantage fragilisé. On s'adresse vraiment à des patients qui vont être de plus en plus fragiles au fil du changement, donc au fil des lignes thérapeutiques, ne l'oublions pas, et de plus en plus polymédiqués. Bon, donc on va conclure cette soirée. Alors avant de conclure, je voudrais quand même remercier les différents intervenants de ce webinaire, que ce soit Catherine, Thierry, Monsieur Pézère, Madame Perrard aussi. Le travail qui a été fait par Rachel, par les équipes de l'URPS, un petit peu d'autosatisfaction aussi parce que ça a quand même nécessité beaucoup de travail. Et Carla qui nous a fait de jolis documents de présentation à tel point qu'on pourrait penser qu'on a une agence de com à l'intérieur de l'URPS. Donc merci pour elle, merci pour eux. Voilà, en résumé, il y a un focus qui sera très grand sur cette expérimentation dans la région, donc un peu de chauvinisme. Si on nous confie cette expérimentation et qu'on la réussit, j'espère qu'on nous en confiera d'autres, même si elles sont amenées à se produire en même temps. J'ai très confiance aujourd'hui parce que peut-être contrairement à d'autres régions, pour avoir fait un webinaire il n'y a pas très longtemps avec d'autres régions qui sont concernées par cet article 51 thérapie orale, on a pris quand même pas mal d'avance. On se concerte depuis un certain temps entre les différents acteurs, entre l'ARS, le GCS, etc., avec Catherine aussi. On a pris pas mal d'avance, on a beaucoup travaillé en amont de ce dispositif. Les autres régions nous consultent aussi justement pour savoir un petit peu ce qu'on a déjà fait pour leur transmettre le travail qu'on a effectué. Donc, sincèrement, je pense qu'on a de grandes chances de réussir cette expérimentation. D'ailleurs, il n'y a pas de raison qu'on échoue. Et pour vous rassurer toutes et tous qui êtes là ce soir, bien évidemment, l'URPS, avec les différents acteurs présents ce soir, vous accompagneront au mieux pendant ces 2 ans et demi. Et je vous remercie en tout cas d'avoir été présents tous aussi nombreux ce soir et de vous être inscrits à ce webinaire. Ce webinaire, je précise, il a été enregistré, il sera diffusé il sera mis sur la chaîne YouTube de l'URPS et bien évidemment, on le rediffusera à tous dans notre newsletter. Voilà, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. On a tenu le timing, c'était parfait. Merci bien. Merci mille fois. Bonsoir. Allez, Merci. bonsoir. Merci, Bonsoir. 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 Merci, bonsoir.